Bonsoir à tous. Je tiens à remercier moi aussi, particulièrement Contact Entreprises et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cet événement, de donner une voix à l'océan ce soir. Et merci à chacun de vous de sa présence. Je tiens à dire que, c'est une évidence, que je suis très heureuse d'être parmi vous en Martinique, ici, où l'océan a une place particulière, parce qu'il nous entoure, parce que la Martinique est située au milieu d'un haut lieu de biodiversité, reconnu pour l'exceptionnelle richesse de ses fonds marins. Et je crois qu'ici, plus qu'ailleurs, nous pouvons comprendre l'importance de l'océan. Et tant mieux, parce que les sujets que je vais aborder ce soir sont des sujets graves, vous vous en doutez. Parler d'alerte rouge, c'est parler des déséquilibres en cours d'une ampleur inédite qui s'opèrent sous nos yeux, sont détectables sous toutes les latitudes et provoquent des bouleversements rapides. Ce sont ces thèmes entre bouleversement et impact et solutions que je vais commenter. Alors j'ai choisi des exemples spécifiques parce qu'ils sont avérés, reconnus, établis avec des données officielles d'organisations non moins reconnues comme l'ONU, comme la FAO, comme le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Ce sont aussi des exemples qui sont emblématiques des déséquilibres en cours et puis qui témoignent de notre relation avec l'océan. Parce qu'en fait, l'océan, pour nous, c'est trop grand, c'est trop abstrait, on reste très souvent sur le bord, et nous sommes avant tout des terriens terrestres. Comme disait Éric Tabarly, la mer, c'est ce que les Français ont dans le dos quand ils regardent la plage. Et la gravité de ces sujets ne doit pas nous faire oublier surtout que ces déséquilibres ne sont pas des fatalités, et que l'océan est une source de solutions, d'espoir et aussi d'émerveillement. Et c'est probablement en retrouvant notre émerveillement face à lui que l'on fera peut-être un peu moins n'importe quoi avec lui. Alors, voici notre planète, une planète océan. Qu'y voit-on? Une immensité bleue dans une immensité noire. On y voit l'espace surtout qu'occupe l'océan, 71% de la surface de la planète. La vie sur notre planète est née de l'océan. Sans océan, pas de vie. Sans bleu, pas de vert. Parler de l'océan, c'est prendre l'échelle du monde. On sort de nos précarés, on prend de l'altitude et on se trouve confronté à un monde unique et fluide. Parler de l'océan, c'est aussi prendre l'échelle de l'interdépendance. Ce qui se passe dans un milieu affecte les autres milieux. Et puis, c'est prendre l'échelle du temps. L'océan a 4 milliards d'années. Nous, Homo sapiens, nous avons 200 000 ans. Alors, l'océan, qui est-il? C'est le principal régulateur du climat mondial. Il produit une de nos respirations sur deux, c'est-à-dire 50% de l'oxygène que nous respirons. Et il absorbe à peu près 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. Ces services vitaux font de l'océan notre support de vie. Or, que se passe-t-il? Nos activités provoquent des destructions et des dégradations cumulatives à un niveau sans précédent dans notre histoire humaine et altèrent profondément le fonctionnement physique et chimique de l'océan, ses écosystèmes et les services qu'ils nous rendent. Première responsable, la trajectoire mondiale de nos émissions de gaz à effet de serre. Quel est le mécanisme, juste pour rappel? La Terre réémet vers l'espace une partie de la chaleur solaire qu'elle reçoit, sauf que les gaz à effet de serre retiennent une partie de ce rayonnement et le renvoient sur la surface terrestre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'océan absorbe 90% de l'excès de chaleur lié à l'augmentation de nos émissions, ce qui limite la température de l'air, mais réchauffe l'eau et provoque la hausse du niveau de la mer. Face à un apport de CO2 massif et brutal, l'océan s'acidifie. Enfin, n'oublions pas, il reçoit
la totalité de l'eau libérée par la fonte des glaciers et la fonte des calottes polaires, Groenland, Antarctique, ce qui élève le niveau de la mer. Ces trois bouleversements, que sont le réchauffement, l'acidification et l'élévation du niveau de la mer, ont aujourd'hui dans notre histoire planétaire une seule et même cause, nos émissions, et leur rapide augmentation. À titre d'exemple, en 1950, ce qui est quand même pas si vieux, nous émettions 1,7 milliard de tonnes de CO2. Aujourd'hui, le dernier chiffre officiel date de 2014, nous émettons 40 milliards de tonnes de CO2. Et là, je cite le rapport du GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat 2014. La teneur en CO2 est inédite dans notre atmosphère depuis 800 000 ans. Alors, face à ces données, il est facile d'imaginer que l'océan ne ressort pas indemne d'un tel constat. Premier bouleversement, le réchauffement de l'océan. Ce réchauffement modifie tout un équilibre. Qu'en est-il ? L'océan se réchauffe c'est une masse inerte, une grande inertie. L'océan se réchauffe avec retard par rapport à l'augmentation de nos émissions. Il faut généralement 1 à plusieurs décennies pour que la température monte. Le réchauffement moyen mondial des eaux de surface, c'est-à-dire jusqu'à 300 mètres de profondeur, est depuis 1970 de 0,5 degrés. Bon, vous me direz, mais c'est un chiffre insignifiant. Pas tant que ça. C'est un chiffre qui modifie tout un équilibre subtil entre le physique, le biologique, l'atmosphère et le climat. Et d'ici à 2100, on n'y est pas encore, mais c'est droit devant nous, d'ici à 2100, le rapport du GIEC cite donc un réchauffement moyen mondial compris entre 0,6 limite basse et 2,7 degrés limite haute. On oublie la limite basse, nous y sommes déjà en 2016. Ce chiffre est une moyenne mondiale, c'est-à-dire qu'il y a de fortes disparités régionales. Par exemple, le réchauffement est beaucoup plus marqué au niveau de l'équateur. Au niveau des tropiques, il a été de 1,2 degrés en 50 ans. Il est également beaucoup plus marqué au niveau de l'Arctique, et c'est bien là le problème. Il a été de 2,5 degrés en 50 ans. Enfin, je cite un chiffre de l'IFREMER qui nous indique que l'eau de mer, par exemple en Europe, s'est réchauffée de 1 degré en 30 ans. Alors, quels impacts ? Ces impacts sont déjà tous visibles. Le premier, l'élévation du niveau de la mer. C'est une question de physique. Le réchauffement de l'océan provoque la dilatation thermique de l'eau de mer. Plus l'eau est chaude et plus son volume se dilate. La stratification des couches d'eau. L'océan est divisé en 3 couches, grosso modo. Les eaux de surface jusqu'à 300 mètres, les eaux intermédiaires entre 300 et 700 mètres, et puis les eaux profondes à partir de 700 mètres. Cette stratification entre les couches d'eau ralentit les échanges entre elles, ce qui est une condition indispensable à la bonne oxygénation du milieu marin. Et ce ralentissement freine la remontée des nutriments nutritifs vers la surface. Troisième impact, des phénomènes climatiques intenses, plus intenses, des événements météorologiques renforcés. Cela, nous le constatons dans toutes les régions du globe. L'actualité est pleine de ces informations. Il y a des précipitations accrues, il y a des houles plus fortes, des phénomènes à répétition comme des tempêtes renforcées. On voit par exemple en Bretagne, en 2014, il y a eu 14 tempêtes. Ça ne s'était jamais vu. Il y a eu il y a quelques jours à Sydney en Australie une tempête avec des vents à 115 km/h. Parallèlement à cela, on sait que la puissance des cyclones augmente. Non pas leur nombre, on n'a pas suffisamment de recul. Le nombre des cyclones par an, en général, est compris entre 50 et 70. Mais en revanche, on sait que la puissance de ces cyclones s'est accrue, notamment dans l'océan Indien et également dans le Pacifique. Je ne sais pas si vous vous rappelez du cyclone Pam en 2015 qui a ravagé le Vanuatu avec des vents à 320 km/h. Il y a eu cette année, dans les îles Fidji, un cyclone en mars 2016 qui a ravagé les Fidji avec des vents à 350 km/h. C'est du jamais vu. Enfin,
Dernier élément, bouleversement de la biodiversité marine. C'est une évidence. À partir du moment où il y a réchauffement de l'océan. Ce bouleversement est constaté à toutes les échelles et à tous les niveaux. Sur le plancton. Le plancton, vous savez qu'il est à la base de la chaîne alimentaire marine, des mollusques aux baleines. Que celui-ci vienne à diminuer et c'est l'ensemble du milieu marin qui en est affecté. Une grande étude, une vaste étude canadienne en 2010, si je ne me trompe, a mis en évidence le fait que le phytoplancton, le plancton végétal, avait régressé de 40% à l'échelle du globe depuis les années 50. Pourquoi ? Mise en évidence, le plancton a besoin des nutriments des eaux profondes pour se développer et le réchauffement accroît la stratification des couches d'eau. Sur les récifs coralliens, on en a tous entendu parler. Vous savez que le réchauffement de l'eau provoque un état de stress sur les récifs coralliens, entraînant leur blanchiment. Les récifs vivent en symbiose avec des petites algues unicellulaires microscopiques qu'on appelle les zooxanthelles. Lorsqu'il y a réchauffement de l'eau, ils expulsent ces algues qui vivent en symbiose avec eux, ils s'affaiblissent et peuvent en mourir. On a l'exemple El Niño, dont vous avez certainement entendu parler, ce courant chaud qui se forme au large de l'équateur. El Niño a eu un épisode très important en 97-98 qui a entraîné la mort de 16% des coraux mondiaux. Ce même épisode d'El Niño, considérablement impactant, est en cours depuis un an à peu près. Il se terminera d'ici en septembre 2016. Et il a provoqué le blanchiment de 93% des coraux de la Grande Barrière de Corail. 93%. Les coraux ont également blanchi en Nouvelle-Calédonie et dans toute cette zone, d'une façon générale. Il faut dire que la Grande Barrière de Corail s'est trouvée confrontée depuis un an à un réchauffement de la température de l'eau de 2,7 degrés. C'est énorme. Il est évident que si ce réchauffement perdure et cette température perdure, les scientifiques estiment aujourd'hui que plus de 35% de la Grande Barrière de Corail disparaîtra. Et puis, sur les autres espèces marines, il y a des impacts qui fait que depuis une quarantaine d'années, on constate les migrations rapides des espèces vers des eaux plus froides, c'est-à-dire vers les pôles et vers le nord. Et toutes les espèces sont concernées, du phytoplancton aux poissons, en passant par les crustacés, les mollusques, les algues et les parasites qui accompagnent tout le monde. Et ce qui est à constater, c'est que le plancton est accompagné des espèces qui s'en nourrissent. C'est ainsi qu'on trouve par exemple de plus en plus de barracudas en Méditerranée. Et par exemple, dans le golfe de Gascogne, en France, on voit arriver des espèces d'eau tempérées chaudes, comme des balistes, comme des poissons-lunes ou comme des carangues. Je ne vais pas passer en revue, ce serait fastidieux, tous les impacts du bouleversement du réchauffement sur la biodiversité marine, mais on peut retenir par exemple qu'il y a aussi une augmentation constatée des populations de méduses, de physalies et puis de céphalopodes à l'échelle du globe. Il y a aussi une prolifération d'algues. Alors, quels impacts économiques? À partir du moment où on parle biodiversité, on parle ressources halieutiques, on parle population de poissons. Donc, ce qui va se passer là devant nous à terme, c'est qu'on va avoir davantage de poissons au nord et au pôle, et des stocks, ça n'est pas très joli, mais c'est le mot officiel, de populations de poissons en fait, qui vont se dégrader dans le sud et les eaux tropicales. À terme, là aussi, dès que l'on parle de ressources halieutiques, on parle de mise en jeu de la sécurité alimentaire. Mise en jeu de la sécurité alimentaire des pays du Sud. Et encore une fois, n'oublions pas que les produits de la mer et toutes les ressources halieutiques d'une façon générale sont la principale source de protéines pour 3 milliards de personnes dans le monde et l'unique source de protéines pour une personne sur 4. Alors en résumé, le réchauffement implique une reconfiguration en cours et l'ampleur du réchauffement augmentera, s'accroîtra avec le temps en cas d'inertie de notre part. Deuxième bouleversement, l'acidification. C'est un phénomène un peu moins connu, mais dont on commence à parler beaucoup depuis 2000 à peu près. Qu'est-ce que c'est que l'acidification? Ça ne signifie pas que l'océan va devenir du vinaigre, loin de là. Ça signifie tout simplement que
la composition chimique de l'eau de mer est modifiée. Alors c'est toute une réaction chimique. Plus l'océan absorbe de dioxyde de carbone, plus il va y avoir dissolution de ce CO2 dans l'océan, donc plus d'acide carbonique, et par une réaction chimique, que je laisserai un peu de côté, on aboutira à une baisse du pH de l'eau de mer. Et c'est grave. Comment évolue ce pH? En 1800, le pH de l'eau de mer était de 8,20 et il a été de cette valeur durant des millions d'années. Là aussi, on prend l'échelle du temps, durant des millions d'années. En 2015, il est de 8,05. En 2 siècles, il a diminué de 0,15. Bon, là aussi, on peut se dire, mais c'est une différence infime, 0,15, c'est rien du tout. Sauf que l'échelle de pH est logarithmique et non pas arithmétique, ce qui fait que cette valeur représente une augmentation de 30% de l'acidité. Petite diminution de pH, grande augmentation d'acidité. En 2100, ce pH, si nous continuons sur notre trajectoire mondiale d'émissions, ce pH devrait atteindre 7,70. L'événement actuel d'acidification que nous connaissons est le plus rapide depuis 300 millions d'années. C'est également le plus important depuis 55 millions d'années. Et là, devant nous, toujours, en 2100, il y a 55 millions d'années, l'océan avait une acidité de l'ordre de 7,70, ce qui a conduit à l'extinction massive des organismes calcaires et des récifs coralliens. Simplement, il avait fallu 20 000 ans pour atteindre, et ensuite 10 millions d'années pour retrouver les niveaux de biodiversité précédant l'extinction. On a une idée là de la profondeur du temps. Quels impacts sur la biodiversité? Alors, tous ces impacts sont déjà détectés sur les organismes qui sécrètent du calcaire. Il s'agit du plancton, des mollusques, des crustacés et des récifs coralliens. Ce qui se passe, c'est que le calcaire, et ça on ne le sait pas toujours, est indispensable à la formation des coquilles et des squelettes de nombreux organismes. À partir du moment où la formation des coquilles décline, eh bien, ces organismes se fragilisent. Et ceci est constaté sous toutes les latitudes et jusqu'à 500 mètres de profondeur. Le plancton d'abord. Le plancton, on a du phytoplancton, le plancton végétal, dont certaines algues sécrètent du calcaire, et puis le zooplancton, on le connaît un petit peu mieux, c'est ce qu'on appelle constitué pour une grande part de ptéropodes, des tout petits escargots marins, dont la coquille est calcaire, et déjà fragilisés. En ce qui concerne les mollusques ce sont les huîtres, les moules, les coquilles Saint-Jacques, les crustacés, les crabes, les crevettes, les langoustes. L'acidification provoque déjà un ralentissement de leur croissance et une hausse de leur mortalité. Et puis il y a les récifs, nos chers récifs. Alors, les récifs, déjà fragilisés par le réchauffement de l'océan, le sont également par l'acidification. Il y a donc un cumul de stress. L'acidification ralentit leur croissance et les rend plus vulnérables à l'érosion. Une donnée de référence emblématique, la grande barrière de corail, toujours, la calcification des coraux de cette grande barrière a décliné de 15% depuis 1990. Un spécialiste français de l'acidification, Jean-Pierre Gattuso, prévoit qu'en 2100, avec un pH de 7,70, seules 2 ou 3 espèces de coraux sur 100 subsisteront. Là aussi, quels impacts économiques? À partir du moment où on touche biodiversité marine, il y a des effets dominos sur la chaîne alimentaire et la pêche, avec, à terme, une mise en jeu de la sécurité alimentaire et du développement économique côtier. Ce qui se passe, en fait, c'est que la capacité d'adaptation de très nombreuses espèces est difficile en raison de la rapidité de l'événement, encore une fois, à l'échelle du temps océanique qui n'est pas le nôtre. 2-3 exemples récents. Le Canada. Aujourd'hui, le Canada est très préoccupé pour le saumon. Pourquoi? Parce que le saumon se nourrit de petits ptéropodes et que ces petits ptéropodes se fragilisent de plus en plus. Autre exemple, aux États-Unis, dans le nord-ouest des États-Unis, on a constaté depuis une dizaine d'années à peu près un taux de mortalité assez préoccupant
des huîtres et autres bivalves dans le secteur de l'agriculture. Pourquoi? Que se passe-t-il? C'est parce que les larves d'huîtres forment très rapidement leur coquille, en 24 heures. Et cette coquille, avec le taux d'acidification de l'océan à l'heure actuelle, se fragilise et les larves meurent. Donc mortalité massive dans ce secteur. Les récifs sont extrêmement concernés. Ce qui est préoccupant, c'est que des récifs qui ne sont pas en bonne santé rendront des services économiques, sociaux moindres. Et les récifs ont un rôle considérable. Je pense que vous le savez, ce sont des berceaux de biodiversité. C'est une source d'alimentation pour 1 milliard de personnes dans le monde. Et puis, ils participent d'activités économiques importantes, hein, le tourisme, la pêche, bien évidemment. Ils participent à la protection des littoraux. Et puis, ce sont des puits de carbone, des fournisseurs d'oxygène. Ils sont quand même à la base de la fondation de plus de 400 atolls dans le monde. Et puis surtout, pour le domaine de la recherche, ils ont un rôle extrêmement important. On a trouvé, notamment dans les Caraïbes, une petite éponge qui vit sur les récifs coralliens et qui est utilisée dans le traitement des leucémies. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce phénomène d'acidification, tout comme celui du réchauffement, est irréversible à notre échelle de temps humaine. Il est irréversible, il persistera pendant des dizaines de milliers d'années. 1000 ans, c'est 10 siècles, avec des modifications considérables. Troisième élément, l'élévation du niveau de la mer. Alors là aussi, nous sommes confrontés, nous, humanité, à une ampleur et une vitesse inédite de l'élévation du niveau de la mer. La hausse moyenne mondiale de l'océan depuis 1900 a été de 20 cm. Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de la mer est resté stable durant 30 siècles. La hausse moyenne aujourd'hui est de 3,27 mm. Elle est extrêmement précise. Les technologies nous permettent de le savoir avec certitude. D'ici à 2100, cette élévation sera comprise entre 26 cm et 98 cm. Limite basse, limite haute. La limite basse, vous voyez qu'on y est presque. Et nous sommes en 2016. Alors, voici un tableau de l'élévation du niveau de la mer en 1992 et 2012. Que constate-t-on? Eh bien qu'il y a de fortes disparités mondiales. Tous les pays ne sont pas égaux devant ce problème. De fortes disparités mondiales. Cette élévation est tout à fait importante dans le Pacifique, dans l'océan Indien, au niveau de l'équateur et entre les tropiques du Capricorne et du Cancer, où on a des hausses du niveau de la mer de l'ordre de 9 à 12 mm. On est très éloigné de la hausse moyenne mondiale. 9 à 12 mm. En Martinique, l'élévation du niveau de la mer est d'environ 3,5 mm par an depuis 1960. On est un tout petit peu au-dessus de la moyenne, mais globalement, nous y entrons. Quels sont les impacts? Ces impacts se situent à tous les niveaux et ils sont considérables. Au niveau environnemental, au niveau économique et au niveau social. Au niveau environnemental, on le constate. Je pense qu'on est tous informés de ce qui se passe dans certaines régions du monde. Il y a des submersions, des zones littorales de faible altitude. Il y a l'érosion des plages. Cet immeuble, il s'agit d'un immeuble qui se trouve dans le Médoc, qui est devenu le symbole de l'élévation du niveau de la mer, parce qu'il a été évacué il y a 2 ans à peu près. Il a été construit dans les années 60, il était alors à 200 mètres du littoral, du trait de côte. Il est aujourd'hui à moins de 10 mètres. Il y a également le phénomène de salinisation des nappes phréatiques, salinisation des estuaires, salinisation des deltas et salinisation des terres agricoles. On voit donc les défis qui nous attendent sur ce plan-là. Au niveau économique, il y a une donnée importante à bien avoir présente à l'esprit, c'est que la population mondiale se concentre sur les littorales. Aujourd'hui, on a 60% de cette population qui vit à moins de 60 km du littoral. En 2030, c'est très proche 2030, nous aurons 75% de la population. Les 2/3 des villes mondiales de plus de 2,5 millions d'habitants sont situées sur les littoraux. 136 mégapoles
sont directement concernées par l'élévation du niveau de la mer et certaines de ces villes sont des capitales. De New York à Bangkok, en passant par Shanghai et Tokyo, à titre d'exemple, toutes ces villes sont concernées. Le problème, c'est que, en plus de cela, c'est sur le littoral que se concentrent les activités économiques. C'est sur le littoral que se trouvent les grands ports, les centrales électriques, les centrales nucléaires, les raffineries, le transport, le tourisme, l'aquaculture, pour ne citer que ces activités. Donc des régions entières sont concernées par l'élévation du niveau de la mer et peuvent devenir, d'ici à 15 ans, 20 ans, 30 ans, inhabitables. Sur la ligne de front, nous avons l'Asie en première ligne. L'Asie avec des pays comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Vietnam, par exemple. Le pourtour de la Méditerranée est également très concerné. Alors, dès aujourd'hui, d'ailleurs, les petits États insulaires du Pacifique ont déjà les pieds dans l'eau, plus que dans l'eau, et sont confrontés à l'urgence climatique. Les Kiribati, par exemple, le président des Kiribati a négocié, il y a récemment, et peut-être 2-3 ans de cela, l'achat de terres aux Fidji, environ 20 km², en cas de nécessité d'exil, de faire exiler sa population. Sur le plan social, alors ce que vous avez sous les yeux, c'est une photo du Conseil des ministres des Maldives à 6 mètres de profondeur en 2009. S'y trouvait le président de la République des Maldives, s'y trouvaient tous les ministres, assistés de plongeurs. Ils ont tenu ce Conseil des ministres pour attirer l'attention de l'opinion publique mondiale et des chefs d'État sur l'urgence d'agir face à l'élévation du niveau de la mer. Les Maldives sont absolument concernées. En 2006, un économiste britannique qui s'appelle Nicolas Stern a été chargé de préparer un rapport destiné à évaluer les conséquences économiques et sociales du réchauffement, d'une façon générale, d'ici à 2100. C'est la première fois qu'une telle analyse avait été menée. Et ce rapport nous dit qu'une hausse du niveau de la mer d'1 mètre concerne directement 600 millions de personnes. En cas de hausse supérieure à 1 mètre, ce sera 1/6 de la population mondiale qui sera concernée. Là, on arrive à peu près à un total de 2 milliards de personnes concernées par la question de l'élévation du niveau de la mer. Avec 2 questions importantes. Les réfugiés climatiques et la question de la disparition d'États souverains. Qu'adviendra-t-il? C'est une question qui n'a jamais été abordée jusqu'à présent et sur laquelle le droit international est d'une vacuité absolue. Alors les réfugiés climatiques, ce que le Haut Commissariat aux réfugiés appelle pudiquement les déplacés environnementaux, les réfugiés climatiques en 2014 étaient au nombre de 27 millions. 27 millions de réfugiés climatiques dans le monde. Les réfugiés climatiques vont poser des problèmes géopolitiques de grande ampleur, avec une déstabilisation politique, économique et sociale qui sera d'autant plus importante qu'ils seront nombreux et vont créer des flux en direction des pays développés. Alors oui, l'élévation du niveau de la mer est une menace planétaire considérable. Je pourrais même employer le mot dramatique. La hausse de l'océan sera importante au XXIe siècle. Il faudra l'affronter. Il y aura des disparités régionales, mais une certitude demeure, la vulnérabilité de nos sociétés humaines à ce phénomène est immense et aucun pays n'est à l'abri, ce qui fait de cette question un enjeu mondial. Bon, en général, quand on arrive à passer le cap, face à toutes ces informations, on est en mesure d'affronter les informations suivantes, qui concernent 2 autres facteurs de pression sur l'océan, les pollutions et le déclin de la biodiversité. Les pollutions, je ne vous apprendrai rien en disant que l'océan est une vaste décharge. C'est devenu vraiment l'ultime poubelle, quelque part. Ce n'est pas la mer qui pollue la terre, mais la terre
qui polluent la mer. 80% des pollutions proviennent des terres. Alors je ne vais pas les passer en revue, ce serait fastidieux et ennuyeux, mais je vais prendre quelques exemples précis. Ces exemples, les voici. Je vais prendre les exemples des proliférations d'algues et des zones marines mortes, ainsi que celles de la pollution plastique. Les proliférations d'algues, c'est un sujet que vous connaissez malheureusement, ici en Martinique. Ces proliférations d'algues sont liées, d'une façon générale, à des pollutions qui ont pour origine des excès de nutriments, de fertilisants, azote, phosphore dans l'océan, ce qui provoque des blooms d'algues, une prolifération excessive d'algues. Dans le cas de la Martinique, ce qui avait été particulièrement dramatique, c'est que cette prolifération ne venait pas d'ici. Elle venait d'ailleurs, l'interdépendance du milieu océanique. Elle venait d'ailleurs et elle s'est échouée massivement ici. L'hypothèse la plus partagée est celle que ces bancs de sargasses, puisqu'il s'agit d'elles, se sont formés au loin de l'embouchure de l'Amazone, on parle aussi de l'embouchure du Congo, par des pollutions qui ont été dopées par ces fertilisants, pollutions venues des terres, et qui ont été accélérées par le phénomène de réchauffement de l'océan et la modification des courants océaniques. Les zones marines mortes, c'est un phénomène, là aussi, un petit peu récent, mais surtout un peu moins connu. Qu'est-ce qu'une zone marine morte ? C'est une zone qui est caractérisée par une faible teneur en oxygène, ce qui fait que la vie marine ne peut pas s'y maintenir et l'écosystème s'effondre. C'est une grande menace au XXIe siècle pour les populations de poissons. Le problème est que c'est un phénomène récent, c'est vrai, mais il est en progression rapide. Dans les années 60 à peu près, il y avait une cinquantaine de zones mortes qui avaient été identifiées. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 dans le monde. En cause, là aussi, eh bien, les fertilisants, les nutriments agricoles, l'utilisation massive d'engrais agricoles, chimiques, les polluants industriels, bien évidemment, et puis les eaux usées. Ce qui se passe, c'est que dans le phénomène de la zone marine morte, ces éléments permettent à la végétation aquatique de proliférer de façon excessive, à un point tel que parfois on peut atteindre une épaisseur, je crois que ça s'est vu pour les sargasses ici en Martinique, une épaisseur d'1 mètre. À partir de ce moment-là, des bactéries vont entrer en action. Ces algues vont se déposer progressivement dans le fond, des bactéries vont entrer en action pour les décomposer, et en les décomposant, elles vont priver d'oxygène le milieu marin. À partir de ce moment-là, que se passe-t-il ? Eh bien, les populations de poissons, les mollusques, crustacés essaient de fuir, enfin du moins les espèces les plus mobiles s'attachent à fuir la zone. Celles qui sont moins mobiles, c'est le cas des mollusques, des crustacés et autres, en général meurent asphyxiées. Donc cela entraîne une diminution des populations de poissons, c'est bien compréhensible, une contamination des produits de la mer, ça c'est très vrai, et puis des préjudices économiques extrêmement importants pour la pêche et le tourisme. La pollution plastique, autre exemple. Alors, la pollution plastique, je dirais qu'elle contamine l'océan en se décomposant. Le problème du plastique, c'est qu'il ne se dégrade pas, il se micro-fragmente, et sa composition est toxique. Et nos activités ont provoqué la formation sur l'océan de 5 continents de plastique. 5 continents de plastique que l'on trouve dans ce qu'on appelle les gyres océaniques. Ce sont d'immenses tourbillons formés par la rotation de la Terre et les vents. D'immenses tourbillons qui concentrent en leur centre des débris plastiques. Un peu comme un lavabo, quand il se vide, la mousse se trouve en son centre, et c'est exactement ce qui se passe avec les continents de plastique. Alors les déchets visibles, c'est parfait, on arrive à les identifier, mais les microparticules, c'est un réel problème, parce que ce plastique, ces microparticules ont un diamètre de 5 mm à peu près, et on ne les voit qu'en filtrant l'eau de mer. C'est comme ça qu'on a découvert le fameux 7e continent de plastique. Il a été découvert pour la première fois en 1997 et en fait médiatisé assez récemment. Il est grand à peu près comme 6 fois la France, il se trouve dans le Pacifique Nord.
on trouve des microparticules de plastique jusqu'à 30 mètres de profondeur, à peu près. Et ce plastique est mélangé au plancton. Donc vous imaginez les conséquences. Ces microparticules menacent la vie marine et les espèces. On estime qu'il y a environ 300 espèces de poissons contaminés. Le plastique un peu plus important, notamment les sacs plastiques ou autres déchets plus macro, provoquent des étouffements, des blessures, notamment chez les tortues et chez les mammifères marins. Et puis ce plastique, on s'est rendu compte qu'il transportait les virus et les bactéries qui voyagent plus facilement ainsi grâce à lui. Ce phénomène a surtout des impacts sanitaires qui ne sont pas mesurés à ce jour. Par exemple, en Méditerranée, et quand je parle d'impact sanitaire, je parle de nous. C'est-à-dire qu'un jour, on m'avait demandé lors d'une interview si on avait du plastique dans nos assiettes. Eh bien oui, on a du plastique dans nos assiettes, dans la mesure où les petits poissons consomment du plancton, les moyens poissons consomment les petits poissons, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on peut se retrouver effectivement avec des espèces de poissons contaminés par le plastique. Impact sanitaire pour l'instant non mesuré. Un autre exemple, 80% des tortues en Méditerranée ont du plastique dans l'estomac. Enfin, dernier facteur de pression, le déclin de la biodiversité marine. Ce sont des données qui font un peu froid dans le dos. 49% de la biodiversité marine a disparu en 40 ans, sous l'effet des pollutions, sous l'effet de la prolifération d'espèces invasives, par exemple. Les récifs coralliens, qui rendent des services immenses, 20% à ce jour ont été détruits, 60% sont menacés d'ici à 2050. Même constat pour les mangroves, 20% ont été détruites, 50% sont menacés d'ici à 2050. Ces écosystèmes nous rendent des services considérables qu'on ne doit pas oublier. Et puis, il y a les populations de poissons. Surexploitation de 87% des stocks de poissons. Surexploitation, cela signifie que ces stocks de poissons soit n'ont pas la possibilité de se renouveler, soit n'ont pas la possibilité de s'accroître. Et puis une donnée aussi intéressante, c'est qu'en 50 ans, entre 75% de ce que l'on appelle les grands poissons, alors 75% des thons et 90% des requins ont disparu. Alors quels sont les impacts? Je dirais tout simplement que nous détruisons nos ressources alimentaires, que nous détruisons des emplois à travers la pêche et le tourisme, et que nous détruisons surtout un océan de promesses. 50%, ne l'oublions pas, des traitements anticancéreux proviennent d'organismes marins. C'est un non-sens écologique et c'est un non-sens économique. En 200 ans, nous avons bouleversé 4 milliards d'années d'évolution naturelle. Les changements en cours aujourd'hui sont rapides, beaucoup trop rapides pour que l'océan s'adapte au même rythme. C'est-à-dire que la rapidité de ces phénomènes empêche le fonctionnement de mécanismes stabilisateurs naturels. Alors oui, il peut y avoir risque d'emballement, c'est évident. Nous n'avons jamais été confrontés à des changements aussi importants pour pouvoir savoir ce qu'il se passera. Il peut y avoir des risques d'emballement à partir d'un certain seuil critique. Et au-delà d'un certain niveau de dérèglement, il se peut que nous n'ayons plus de prise. Alors la question se pose, bien évidemment, que faire? Que faire? Quelle solution possible? Je crois que l'océan est notre solution et notre avenir si nous atteignons les pressions. Si nous apprenons à vivre aussi avec les changements en cours et si nous le gérons et l'exploitons de manière avisée et soutenable. La première des attitudes à avoir, à mon sens, c'est d'agir différemment et rapidement. Agir différemment et rapidement, ça passe par la sensibilisation et l'information.
L'océan est notre système de support de vie. C'est-à-dire que si l'océan ne se porte pas bien, l'humanité ne se portera pas bien. Il est indispensable de prendre connaissance des faits, de leur réalité et de s'y confronter. Ce sont les premiers pas nécessaires à une prise de conscience mondiale sans laquelle aucune action n'est possible. Et penser qu'on est déconnecté de l'océan parce qu'on vit sur Terre est une grave erreur. Nous y sommes tous reliés. La deuxième possibilité d'action est de limiter l'incendie, ce que j'appelle l'incendie climatique. Nous savons tous, je crois que c'est suffisamment dit, notre mode de développement actuel est insoutenable. On sait qu'on ne peut pas continuer comme ça. On est face à des équations qui sont absolument insolubles. Une population en augmentation, des besoins alimentaires et énergétiques en croissance et des ressources limitées. Par ailleurs, plus l'océan se réchauffe, s'acidifie et s'élève, plus la gamme de solutions à notre disposition se réduira. Limiter l'incendie climatique, c'est basculer vers la transition énergétique. L'océan est une réserve considérable d'énergie dans les 3 premiers mètres de profondeur. Partout se développent, et ce n'est qu'un commencement, les énergies marines renouvelables. Alors ce sont des hydroliennes qui utilisent le courant des marées, ce sont des éoliennes, la force du vent, c'est l'énergie thermique des mers. Il y a ici en Martinique le projet Nemo, qui envisage d'alimenter 35 000 foyers en électricité. Et puis, il y a l'énergie de la houle. Toutes ces énergies marines renouvelables sont capables de satisfaire la demande énergétique côtière et de créer des emplois. Ce n'est qu'un début. D'ici à 2020, c'est très proche dans le temps, ces énergies marines renouvelables solliciteront, mobiliseront des investissements mondiaux supérieurs à 100 milliards d'euros. C'est aussi basculer vers l'économie bleue. L'économie bleue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le développement soutenable des activités maritimes. C'est-à-dire que c'est une économie qui prend l'océan pour perspective et l'océan comme lieu de projet innovant, soutenable et de qualité. Je crois que la priorité de l'économie bleue, à travers toutes les informations qui ont été données, c'est probablement la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, ça veut dire accorder la priorité à une pêche soutenable, la priorité à une aquaculture soutenable aussi et responsable, la priorité par exemple au développement des microalgues. Il y a des microalgues qui ont un potentiel alimentaire très important. Il me semble que c'est la première des réponses aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et puis, toutes les solutions sont à notre portée. À chaque problème, on peut trouver une solution. C'est une question de volonté politique souvent et d'absence d'inertie de la part de nos sociétés humaines. Par exemple, face à l'élévation du niveau de la mer, il est indispensable, dès aujourd'hui, de définir des stratégies d'adaptation. Alors, pourquoi? Parce que la hausse du niveau de la mer demande une planification à moyen terme. Il faut à peu près 20 à 30 ans pour répondre à des inondations majeures. Construire des protections prend du temps. Les stratégies sont au nombre de 3. Il y a la protection, c'est-à-dire on construit des digues, des murs, toutes sortes de digues, toutes sortes de murs. Il y a l'accommodation, on rehausse les fondations, on établit de nouvelles règles de construction, de nouveaux zonages. Et puis il y a le recul stratégique. Le recul stratégique, c'est très bien à condition d'avoir des terres derrière soi. Et puis de toute façon, c'est extrêmement difficile pour des infrastructures et une urbanisation lourde, vous l'imaginez. Et face à ces risques, de nombreux pays ont déjà pris des mesures. Je peux en citer 2. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont adopté l'année dernière un plan qui s'appelle le plan Delta, qui est chargé de renforcer la protection du territoire, avec des digues, des bancs de sable, protection des réserves d'eau douce. Et puis il y a la Chine, qui a souvent une longueur d'avance,
et qui est en train de construire une deuxième muraille, la muraille de la mer. C'est une muraille qui aura à peu près 10 000 km de long. Donc face à l'élévation du niveau de la mer, il faut qu'il y ait un engagement de l'État, c'est vrai, et une vraie vision aussi. En ce qui concerne les pollutions, on peut ralentir parfaitement aujourd'hui tous les processus de destruction engagés. Je pense aux deux exemples que j'ai donnés, qui est le cas par exemple des zones marines mortes. Les zones marines mortes, comment fait-on pour y faire face? Eh bien, on modifie nos pratiques agricoles, on utilise moins d'engrais chimiques, plus de méthodes naturelles, on essaie de limiter les eaux de ruissellement, les eaux de pluie, qui passent à travers les terres et qui parviennent jusqu'à l'océan, en plantant des arbres, en restaurant la végétation le long des cours d'eau, par exemple. Et puis, stations d'épuration, surtout, traitement des eaux usées. C'est indispensable. Face au plastique, là aussi, la solution n'est pas compliquée. On va vers la source, on ne jette pas, déjà. On ne jette pas pour que ce plastique n'arrive pas jusqu'à l'océan, à travers ne serait-ce que les rivières. On met en place une meilleure gestion des cours d'eau, des eaux côtières. En particulier, on nettoie les plages. Ou alors tout simplement, on limite sa consommation de plastique. Par exemple, en France, il faut savoir que 120 millions de sacs plastiques sont dispersés chaque année sur les littorales. 120 millions de sacs plastiques. Et puis on réutilise, on recycle. Vous savez, les pollutions plastiques entraînent des dégâts aujourd'hui estimés à 13 milliards de dollars par an. Et puis, on doit soutenir les fonctions vitales de l'océan. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Les fonctions vitales de l'océan, c'est l'océan émetteur d'oxygène et puits de carbone. Comment fait-on pour rétablir la biodiversité marine, la vie marine, et préserver les services rendus par les écosystèmes? Eh bien, on crée des aires marines protégées, des sanctuaires, des parcs naturels marins. Vous savez, il y a à peu près aujourd'hui 4% de l'océan qui est protégé. On estime que pour soutenir la résilience de l'océan, sa capacité à absorber les chocs, il faudrait qu'il y ait une surface entre 20 et 30% de l'océan qui soit protégée. Nous en sommes à 4. Et puis on restaure les écosystèmes très fortement dégradés au niveau mondial que sont les mangroves et les récifs coralliens. On peut aussi, et on se doit, d'agir collectivement, agir différemment et rapidement et agir collectivement. Et partout dans le monde, il y a des initiatives absolument extraordinaires. Des scientifiques d'abord. Les scientifiques font un effort considérable pour mieux informer, pour alerter, pour sensibiliser. J'ai deux exemples, celui de la plateforme Océan et Climat, qui a cherché à introduire la thématique de l'océan lors des négociations de la COP21 à Paris en décembre dernier, ce qui a permis d'obtenir de la part du GIEC, Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, un rapport spécial sur l'océan qui sera produit avant 2020. C'est un pas énorme. Les investisseurs aussi. Alors, les investisseurs, on voit un peu partout dans le monde, et je pense en particulier aux États-Unis, où les investisseurs, qu'il s'agisse de fonds de pension, de compagnies d'assurance, de particuliers, ont retiré, c'était un geste symbolique fort, mais c'est un geste qui continue aujourd'hui, ont retiré, en décembre de l'année dernière, d'importants capitaux des énergies fossiles. Les entreprises aussi. Les entreprises prennent de plus en plus en compte tous les éléments concernant notamment l'atténuation de l'incendie climatique et de nos émissions dans leur stratégie d'entreprise. Et puis, il y a les collectivités territoriales. Collectivités territoriales, je veux parler des villes, souvent. Au niveau local, ces villes prennent des initiatives qui font vraiment la différence, là où l'ordre mondial n'assume pas toujours ses responsabilités. Alors, ce sont des recyclages, ce sont des tri des déchets, c'est l'efficacité énergétique, ce sont des transports verts,
c'est la protection de la biodiversité. Il y a 1000 initiatives engagées par ces villes. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 1200 villes à peu près engagées dans la transition énergétique. Et puis il y a nous, la société civile. Aujourd'hui, en 2016, la société civile est beaucoup mieux informée. Elle est informée, elle a des attentes, elle prend conscience, elle est organisée. Il y a dans le monde 3 millions d'organisations non gouvernementales consacrées à la protection de l'environnement, par exemple. Et elle est réactive. Un humain averti en vaut 2. Et une action de toute façon peut être déterminante si elle est reproduite par milliers. Et c'est très important. Et il y a dans le monde des exemples emblématiques extrêmement intéressants. Par exemple, des exemples de ce qu'on appelle la justice climatique. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, il y a eu l'année dernière 900 personnes qui se sont réunies au sein d'une organisation non gouvernementale et qui ont assigné l'État en justice parce que les Pays-Bas ne respectaient pas leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ils ont gagné. Les Pays-Bas ont été condamnés à respecter les engagements pris par le pays. Il y a aux États-Unis, tout récemment, une quinzaine de jours, je crois, 21 jeunes de 9 à 19 ans qui ont décidé de poursuivre le président en raison de leur droit constitutionnel à la vie et à une vie saine dans un climat sain. Donc on voit bien à quel point la société civile aujourd'hui exerce des pressions constantes pour obliger les gouvernements notamment à mettre en place des normes et des contrôles, des réglementations adoptées. En France, je peux citer un autre exemple, une association, elle aussi emblématique, qui s'appelle, tout récemment constituée, elle a 3 mois, elle s'appelle Nation Océan. C'est un joli nom. Elle regroupe un certain nombre de personnalités. Cette association a comme objectif de préserver l'océan, bien évidemment, et surtout de considérer l'océan comme bien commun de l'humanité. À partir du moment où l'océan est bien commun de l'humanité, elle se donne le droit d'engager des poursuites en cas de pollution majeure. Et compte tenu des personnalités à la tête de cette association, vous pouvez être absolument certain que cela se fera. Autre exemple dans le monde, que je trouve absolument fantastique, au Sénégal, un homme, il s'appelle Haïdar El Ali, ce nom vous dit peut-être quelque chose, il a été ministre de l'Environnement et de la Pêche dans ce pays, mais surtout, avant tout, il a créé une association qui s'appelle Océanium. Cette association a été créée en 2006, il y a 10 ans. Elle avait pour objectif de restaurer la mangrove. Eh bien, en 10 ans, elle a planté 150 millions d'arbres et impliqué 150 000 villageois dans cette opération de reforestation. Un autre exemple au Brésil. Comme c'est un pays que j'aime beaucoup, il était évident que j'allais choisir un exemple brésilien. C'est une association qui s'appelle TAMAR, protection des grandes tortues marines. Eh bien, le Brésil ne savait pas que les grandes tortues marines existaient sur son littoral pour la bonne et simple raison que les tortues étaient massacrées avant même qu'on s'aperçoive que le pays en avait. Ce sont des biologistes qui les ont découverts et qui se sont associés à l'État dès 1980 pour les protéger. 5 des grandes espèces de tortues marines sur 9 de la planète se trouvent au Brésil. Donc pour les protéger, ils ont créé depuis 1980 24 bases de recherche et de centres touristiques en fait, où vous pouvez observer ces espèces avec l'aide des villageois et des pêcheurs. Les pêcheurs qui sont impliqués dans ce projet gagnent aujourd'hui mieux leur vie en défendant les tortues marines qu'en les pêchant et en tuant. Ce projet est implanté dans 9 États du pays. Il emploie 1500 personnes et il reçoit plus de 2 millions de visiteurs par an. Et puis, je ne pourrais pas terminer cet inventaire sans parler de Boyan Slat. Je pense que ce nom vous dit quelque chose. Boyan Slat, c'est ce jeune néerlandais de 22 ans
qui a mis au point une machine à nettoyer les océans. Son projet s'appelle Ocean Cleanup. Il consiste en des barrières, en fait, en forme d'entonnoir, en forme de V, avec des panneaux sur 30 mètres de profondeur à peu près, qui retiennent les déchets et notamment les plus grosses particules plastiques. Alors, il est expérimenté à l'heure actuelle au Japon, grandeur nature, mais il prétend nettoyer une partie de ce fameux 5e continent. Je crois que c'est à peu près un tiers sur une période de 10 ans. C'est absolument formidable que des jeunes se trouvent impliqués dans ce type d'initiative, ce qui prouve que tout est possible. En conclusion, vous avez vu que le constat est alarmant. Je ne dirais pas le contraire, mais c'est la réalité, c'est notre réalité d'aujourd'hui. Ce constat est alarmant, mais il faut garder espoir. Il faut garder espoir parce que l'océan est porteur de solutions si nous atteignons les pressions et si nous savons, comme je l'ai dit précédemment, le gérer et l'exploiter intelligemment. Il est notre système de support de vie et parce qu'il est notre support de vie, il nous oblige à rentrer en responsabilité et en solidarité. Il nous oblige à privilégier le bien commun par rapport à nos intérêts nationaux. Il nous oblige à mettre la politique et l'économie au service de notre survie et de sa survie. Je crois profondément qu'il y a une urgence à respecter le vivant et à mettre en œuvre d'autres formes de progrès et de développement moins destructrices. Encore une fois, toutes les solutions sont à notre portée. Les obstacles majeurs résident dans la non-remise en cause de notre modèle, dans l'absence de volonté politique et dans l'inertie de nos sociétés. Le changement que nous devons mettre en place et que nous mettons déjà en place, ce doit d'être un changement radical et probablement aussi une occasion de réconcilier l'homme avec son milieu de vie et peut-être même, là, ultimement, l'homme avec lui-même. Alors, pour terminer, je dirais, conclusion, je dirais que je crois profondément en un trépied. Ce trépied est constitué, d'une part, des immenses potentialités de notre intelligence pour innover, pour inventer, pour créer, pour basculer vers un autre mode de développement, parce qu'un développement technologique et économique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie supérieure ne peut pas être considéré comme un progrès. Je dirais aussi qu'il faut croire en les capacités de l'être humain face à l'adversité. Il y a eu un très beau film sorti il y a quelques mois qui s'appelle « La glace et le ciel », sur la vie de Claude Lorius, ce grand monsieur de l'Antarctique, qui a retracé l'histoire du climat à travers l'analyse des carottes glaciaires. Et il disait la chose suivante: l'homme n'était jamais aussi sublimement lui-même que devant l'adversité. Enfin, dernier point, je crois aussi en l'éveil des consciences et l'éveil des sensibilités. Et c'est cette phrase de Sylvia Earle que je choisirai pour terminer. Sylvia Earle est, comme Claude Lorius, qui est un grand monsieur de l'Antarctique, Sylvia Earle est une grande dame de l'océan. Elle est une exploratrice extrêmement reconnue de la National Geographic Society. Elle dit la chose suivante: il faut beaucoup de choses pour faire du monde un endroit meilleur, mais aucune ne sera possible si nous échouons à préserver l'océan. Notre avenir et le sien ne font qu'un. Je vous remercie de votre attention.